Denise vit dans sa caravane et produit sa propre électricité ainsi qu'une grande partie de son alimentation. Elle a choisi une vie simple, loin du tumulte de la ville. Avec ses chevaux, son chien et sa poule, elle vit au rythme de la nature et essaye de la préserver du mieux qu'elle peut. Cette rencontre m'a beaucoup apporté humainement et ses connaissances sur les fleurs, la culture de fruits et légumes et les animaux méritent d'être écoutées avec intérêt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront si vous aimez mon contenu et laissez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, c'est toujours un plaisir de voir que les vidéos vous plaisent. Allez, sans plus attendre, je vous propose d'embarquer avec Denise en Isère, au milieu des montagnes, dans sa vie hors réseau. C'est parti! Voilà, ma maison, c'est un camping-car, c'est une maison sur roue. Et j'ai fait mon avancée en récupérant des portes-fenêtres, du bois. Ça m'a fait faire des sacrées économies. Il faut savoir qu'ici, c'était un terrain nu, c'était une prairie qui n'a jamais été utilisée autre chose ou autrement que pour faire du foin. Et donc, c'est une zone naturelle, le terrain est propre, pas pollué, c'est ce que je cherchais un peu. Et il y a 2,5 hectares avec des bois autour, ce qui était parfait pour mes chevaux, parce qu'avant, j'avais 4000 mètres carrés de terrain pour deux, donc la famille s'est agrandie depuis que je suis là. C'est mes tondeuses sur pattes, ça me fait mon bonheur et le bonheur de mes petits-enfants quand ils viennent, parce que c'est un moyen de toucher aux animaux, de monter dessus et tout ça. Et comme je connais plein de choses au niveau des chevaux, voilà, c'était un métier que j'ai pratiqué dans le temps, ça, je suis à l'aise avec et puis c'est une passion aussi, voilà. Tu es autonome au niveau électricité grâce à plusieurs panneaux et au niveau de l'eau, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu es autonome? Est-ce que tu as des sources? Est-ce que voilà, tu récupères l'eau de pluie? Comment ça se passe? Alors oui, je peux récupérer l'eau de pluie partiellement. L'eau, il y a des sources sous mon terrain, mais par un accord notarial avec les anciens propriétaires, il y a le syndicat des eaux locales qui a mis la main mise dessus, qui les a un petit peu roulés en se donnant un échange au départ pour récupérer l'eau. Mon projet, c'est quand même de faire des récupérateurs d'eau pluviale en espérant qu'on ne m'embête pas par rapport à la législation qui a changé à ce niveau-là. Parce que, voilà, mais bon, ici, il n'y a pas de vis-à-vis. Je pense que je peux arriver avec des palettes et bon, il faut quand même acheter la bâche pour retenir l'eau, mais à moindre coût, me faire mon stockage d'eau pluviale. Trop bien. Voilà. Derrière toi, tu as un séchoir à plantes. Est-ce que tu peux nous montrer un peu plus en détail qu'est-ce que tu fais sécher et surtout comment tu l'as organisé? Voilà mon saule que j'ai planté. C'est aussi médicinal, ça remplace l'aspirine. D'accord, ok. Accessoirement. C'est bon à savoir. Et mon séchoir à plantes. Donc c'est toute la récupération, c'est pas fait dans les règles de l'art, mais c'est fonctionnel. Ça me permet de stocker mes plantes une fois séchées dans ces gros bidons. C'est protégé de l'humidité. Voilà, tu as les séchoirs en espalier. Il faudra que je continue et que j'en fasse plusieurs pour en faire davantage. Alors tu laisses, donc c'est vraiment un endroit noir, au frais, c'est ça? Ouais. Et en fait, les plantes, comment tu procèdes pour les faire sécher et surtout lesquelles sont en train de sécher? J'ai à peu près 30 variétés de plantes déjà qui sont là. Je fais une production avec de tisanes, mais façon maison, mes recettes par rapport à mon expérience de thérapeute. Je le fais dans l'éthique, dans les règles de l'art et avec mon énergie axée dans l'idée de faire du bien. Les plantes ressentent nos énergies et peuvent s'accorder et fusionner et apporter un plus au produit final. Alors les plantes, je les ramasse fraîches et je les mets immédiatement à sécher. Les étagères, là moi c'est des vieux draps que j'ai récupérés parce que ça laisse passer l'air au travers. Là on est à 28, on est pas mal. Okay. Il faut une moyenne de 25 plus ou moins quoi, pour dire d'avoir du séchage. On a 53 d'humidité. Voilà. Après quand on monte à 80-90, à ce moment-là, il faut que j'ouvre la porte ou que je rajoute un petit coup de chauffage léger pendant 1 heure ou 2 chaque jour pour dire d'assécher l'atmosphère. Je me suis aussi inspirée de petites vidéos sur internet pour dire d'avoir un apport d'air sec par le biais de la vitre qui est là, si tu veux que je te fasse voir. C'est la double paroi, c'est-à-dire ça c'est une vitre double vitrage que j'ai récupérée aussi. Il y a un espace et derrière il y a une autre cloison et j'ai mis un plastique noir parce que j'avais rien d'autre sous la main qui va réfléchir la chaleur. En fait ça permet d'avoir de la chaleur dans le séchoir, ça permet de faire un espèce de... J'ai une ventilation, j'ai ouvert là en dessous, ça se voit pas parce que les orties ont poussé. Tu vois, j'ai mis une fente, l'air rentre. Et en haut, il y a un espace entre le plafond et la deuxième cloison, ce qui fait un passage d'air en continu. C'est un peu un système de séchage autonome du coup. Oui. Ouais. Ça fait plusieurs années que tu vis en caravane du coup.
de manière un peu semi-autonome. Du coup, tu as vu l'hiver, l'été. Comment ça se passe le mode de vie en caravane au quotidien? Comment c'est? C'est différent, bien sûr, d'un appartement. J'ai quand même, juste pour moi, environ 10 mètres carrés à l'intérieur. J'ai un lit en mezzanine, en hauteur. Donc, je peux dormir à 5 actuellement, comme c'est équipé. Il y a, derrière cette fenêtre, un espace toilette avec une caissette et une douche et un petit lavabo avec l'eau courante. D'accord, ok. Et ouais, parce que tu m'as dit que tu es descendu jusqu'à moins 10 degrés ici en hiver. On est à quelle altitude ici à peu près? On est entre 5 et 600 mètres. Je fais tout dans ce petit espace où je fais 3 pas quoi, pour circuler d'un bout à l'autre de ma maison. Et t'es heureuse? Complètement. Voilà, mon frigo, c'est ça. Alors, comment c'est fait? C'est deux pots en terre. J'ai mis du sable dans l'espace qui les sépare, qui les délimite. J'humidifie le sable et je mets une serpillière humide que je mouille régulièrement. Et quand je le mets dessus, ça fait couvercle et ça garde les aliments à température basse, 4-5 degrés. 4-5 degrés, ça fonctionne. Ouais. C'est-à-dire que tu remplis d'eau en fait le sable autour? Tu humidifies le sable? Ouais. Ok, avec de l'eau fraîche du coup forcément de Ouais, la source. ouais. Et après tu mets une couverture et ça suffit à garder. Et pendant combien de temps ça les garde au frais, surtout en été? Pendant 3 jours, je peux garder ma viande au frais. Ah ouais quand même. Et ensuite tu es obligé de quoi? De renouveler, juste de réhumidifier le tour et de remettre une serviette humide et ça repart sur un cycle? Ouais, c'est juste de l'eau. Il faut penser à mouiller, surtout quand il fait des températures comme on a eu ces derniers temps, à 35 et 40 degrés au soleil. Et là, ça dessèche vite. Tout ce qui est humidité, ça part, c'est évaporé très vite. Donc il faut régulièrement, tous les jours, changer au minimum la serpillière. Là, depuis le début de l'été, j'ai pas remis d'eau dans le sable. J'ai juste remouillé la serpillière et ça suffit. Et ouais, ici tu as ton panneau solaire en fait. Oui. Ça te permet d'être autonome en énergie. Alors j'en ai un ici, j'en ai un sur le toit, mais maintenant qui est plus utilisable parce que j'ai mis une protection pour le camping-car en plein air toute l'année, ça s'use. Au bout de la serre, j'ai 2 panneaux, donc j'ai tiré des câbles qui reviennent au camping-car et qui viennent nourrir la batterie, la centrale électrique du camping-car. Concrètement, tu as un panneau qui fait combien de watts? Alors ceux-là, je me souviens plus ce que je t'ai dit tout à l'heure, ils doivent faire 300, 320 watts? 315. 315 watts. Ouais. Et tu as des batteries de stockage du coup. Et ça te permet d'être 100% autonome sur tout ce que tu utilises en électricité. Quasiment. C'est des grosses batteries. Alors elles font 160 watts. Et ça me permet d'utiliser mon outillage, les appareils électroménagers, mon ordinateur, mon imprimante, l'éclairage. En été, il n'y a aucun problème. L'hiver, il faut surveiller un petit peu. Il n'y a qu'en hiver où on a une semaine de grisaille, pas de lumière du jour et le plafond très bas, où là, je fais appel au groupe électrogène qui est devant le camping-car et qui me permet de recharger en 2 heures le total. Donc au niveau carburant, ça ne me coûte pas très cher. Mais c'est mon truc de secours. Là, ici, tu as tes batteries de stockage. C'est les 2 batteries de stockage. Ok. Là, c'est ce qui est relié directement au panneau solaire et qui est le contrôleur de charge qui évite de faire péter les plombs. J'ai mon petit convertisseur qui est là. J'en ai un là de contrôleur et un autre au fond parce que les 2 premiers panneaux, ceux qui sont sur le camping-car, sont reliés directement là. Et ça, c'était pour relier les 2 nouveaux panneaux solaires que j'ai rajoutés derrière la serre. À l'achat, ça t'a coûté combien à peu près cette installation? À l'achat, 2 500 €. Alors j'ai fait le calcul. Depuis 5 ans, tout compris l'installation, j'en ai pour une moyenne de 65 € de coût électrique à ce jour. À l'instant même où je te parle, maintenant, j'ai l'électricité gratuite. C'est ouf! En 5 ans, c'est amorti. Ouais. Wow. Ouais. Et pour le moment, j'ai rien à changer, tout fonctionne. C'est sympa. Et grâce à ton lieu, grâce à tes cultures légumières, à tes arbres fruitiers, à tes plantes médicinales aromatiques, et avec un peu de cueillette, je pense, aux alentours, à quel point tu arrives à devenir autonome alimentairement grâce à ton lieu et grâce aux alentours? La théorie, elle est magique, mais la pratique, elle dépend des saisons, du climat, des semences que tu as. Tu arrives quand même à être en partie autonome en fait sur l'année alimentairement. Ouais, en légumes. Génial. Voilà, mais je compte pas encore sur mes fruitiers pour faire de la consommation. Par rapport à l'ombre, mes arbres ne sont pas assez grands, donc je suis obligée de mettre de l'ombrage ici, avec des températures de 40-45 degrés en plein soleil. Les plants, ils grillent tous. Mais l'idée à long terme, c'est d'avoir un ombrage naturel avec les arbres fruitiers. Voilà, c'est le but, parce que ces ombrages en synthétique, ça cuit au soleil, ça s'abîme avec le temps. Donc je ne veux pas faire des déchets plastiques, alors qu'il y a moyen de faire ça naturellement. Mais ouais, carrément. Voilà, toujours dans l'idée
protéger la terre, de la respecter, d'être en phase, en harmonie, quoi. Les arbres, c'est des fruitiers, il y a des fruits rouges, il y a du noisetier, il y a du pommier, il y a du cerisier, il y a du prunier, il y a de l'abricotier. Ce sont des bases au niveau des fruits qu'on peut avoir facilement ici. Tu sais, j'ai la vigne là qui a l'air de vouloir s'y plaire. Tu as créé un petit peu un jardin-forêt. Ça te dit qu'on fasse un petit tour et que tu nous présentes chaque plante et chaque arbre? Ouais, ça c'est la verveine du Brésil. Elle est surtout décorative. Elle fait des belles fleurs et elle se renouvelle toute seule. Ça repart chaque année. Tu as des plants de courges et de courgettes en dessous. Qu'est-ce que tu as mis pour les nourrir dans ton sol? Comment est-ce que tu as... Alors déjà, comment est-ce que tu as travaillé ton sol? Qu'est-ce que tu as mis dans ton sol? Est-ce que tu as mis, par exemple, est-ce que tu as mis du fumier de tes chevaux? Est-ce que tu as mis du compost? Comment tu as fait? Alors, cette année, j'ai rajouté du fumier de cheval parce que j'en avais pas assez. De tes chevaux? De mes chevaux, avec du foin local. Comme mes chevaux sont nourris naturellement, donc je sais que tout ce que je produis, c'est naturel. Tu peux nous montrer un petit peu la terre, comment elle est? Elle n'est pas encore très noire, parce que j'ai mis le fumier cette année seulement. Et tu vois, et j'ai rajouté une couche de foin par-dessus quand même. Donc il y a de l'argilo sablonneux, elle n'est pas encore très noire. Comme c'est la première fois que je mets du fumier, je pense que je vais arriver encore à mieux l'année prochaine. Bah ouais, et justement, alors au niveau de l'arrosage de l'eau, à quelle fréquence tu arroses tes plantes? Comment tu les arroses? Est-ce que tu les arroses à la main, au goutte à goutte? Comment ça se passe? Bah déjà oui, quand ils sont en godet, ils sont déjà bien humidifiés. Avant de les planter, je les mouille. Après, avec le couvert végétal décomposé, le fumier, le foin, ça garde quand même l'humidité au sol. Et quand il a fait des grosses chaleurs, au moment de la plantation, de la mise au sol, pendant 3 jours, j'arrose ma plate-bande à l'arrosoir parce que je me suis fait des récupérateurs d'eau avec des gros bidons au milieu pour ne pas avoir à trimballer l'eau. Et j'arrose mes petits plants de manière à les aider à démarrer. Et après, avec le couvre-sol, je les arrose une fois par semaine, même en cas de grosse chaleur. Là, j'ai des rosiers, c'est des rosiers de province. Ça fait des petites roses à l'ancienne, mais qui ont un parfum sympa quand on les met dans les infusions. Bon, là, j'ai encore des cosmos. Là, tu vois, j'ai des groseilliers. De l'autre côté, j'ai de la valériane, là, les grandes tiges avec des feuilles qui partent comme ça. C'est des plantes qui sont bonnes pour apaiser la nervosité, qui aident à dormir, tu vois. Bon, j'ai un petit peu du basilic sacré, qui est aromatique. Ah, mais t'as des poules aussi? J'en ai qu'une. Mais non, t'as une seule poule? C'est la copine à mon chien. Comment elle s'appelle? Poupoule. Non, je ne veux pas donner de nom parce que j'ai eu beaucoup de poules et entre le renard et les maladies, c'est dur quoi de les perdre. Alors j'ai des liens très forts avec les animaux, on se comprend avec les animaux, c'est comme ça. Voilà, c'est mon hypersensibilité, c'est ce qui me fait aussi ressentir les vertus, les propriétés des plantes, si tu veux. Et maintenant, elle est toute seule et les poules s'ennuient toutes seules. Donc elle reste à côté de moi quand je me mets à table là-bas. Elle se couche à côté de la chaise et elle profite de la compagnie et elle n'est pas sauvage, tu vois. Et quand je lui parle, elle ouvre son œil, elle me regarde comme ça. Et elles ont un lien empathique avec l'humain, potentiellement à découvrir, parce qu'on ne va pas assez à la rencontre des animaux. On est entouré de bienfaits dans la nature, de plantes qui vont être bénéfiques pour notre santé. Tu vois, par exemple, là, juste là derrière nous, on a des châtaigniers magnifiques. Bon, il y a la châtaigne, le fruit qu'on peut manger, transformé. Donc tu consommes ça en tisane, tu crains rien. C'est pas concentré, c'est pas transformé. On n'a pas extrait des molécules comme font ceux qui font de la phytothérapie ou qui font la copie des propriétés de la plante pour en faire un médicament. C'est un nutriment, c'est un entretien. Voilà. Mais avec toutes ces connaissances et avec tout ce que tu cultives, tout ce que tu sais sur les plantes, tu vas plus voir de médecin. C'est fini. Tu te soignes entièrement toi-même en fait. Et oui, l'aspirine en cas de fièvre, je l'ai. Les anti-inflammatoires, je les trouve dans les plantes. Pour les voies respiratoires, j'ai ce qu'il faut. Pour les troubles digestifs, j'ai ce qu'il faut. Pour les diarrhées aussi. Il y a plusieurs manières d'aborder et de travailler avec les plantes. Moi, je fais de la gémothérapie, donc le bourgeon. La concentration de la plante est dans le bourgeon et il y a bien plus de puissance que dans tout ce qu'on utilise du reste de la plante séparément, tu vois. Des eaux florales aussi, qu'on peut consommer, ça fait des baumes, on peut faire des baumes avec de la cire d'abeille, de l'eau florale, un peu d'huile essentielle pour se faire des baumes naturels pour la peau, pour peu qu'on y connaisse, tu vois. Est-ce que tu dirais que tu es en train de vivre ton rêve, de vivre un petit peu au milieu de la nature, de tendre vers une autonomie à tous les niveaux et de vivre une vie plus simple, on va dire, connectée aux vrais éléments? On peut employer tout ce que tu viens d'énumérer. Moi, je dirais que ça m'apporte un équilibre, c'est un déstressant.
décompressant puissant. Je me sens dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur de vivre et chaque instant, je le vis intensément. Dans l'instant présent, je m'en nourris. Je me lève le matin, je suis contente de me lever, puis tout de suite je pars, j'ai l'énergie pour aller faire plein de choses, j'ai plein d'idées, j'ai envie d'expérimenter plein de choses. Je m'arrête jamais finalement. Et j'ai tout créé, j'ai creusé mes trous pour les arbres. Et quand tu es arrivé ici, tu avais quel âge? Il y a 5 ans. Tu avais 61 ans. 61 ans, tu pars d'un terrain en friche et tu crées un petit paradis. C'est un vrai message, ça, c'est de dire c'est possible en fait. Il faut écouter notre appel intérieur, ce qu'on appelle notre enfant intérieur. Tu sais, les petits rêves qu'on a sous le coude depuis l'enfance et qu'on se dit je ferai ça quand je serai à la retraite ou plus tard. Pour le moment, il y a les enfants, pour le moment, il y a le travail, il y a la voiture à payer, il y a la machine à laver à changer, etc. Allons-y. Ça suffit. Le temps passe, je suis fatiguée, je suis usée par le job, par le patron qui exige ceci, cela, les horaires, le travail. Pendant que je suis au travail, je rêve à mon projet, mais je n'ai pas le temps de le réaliser quand je sors du travail, tu vois. Tu t'en sors jamais de ce cycle-là si tu te laisses aller là-dedans. Ce que j'ai appris, c'est que ce qu'on est à l'intérieur, on le crée à l'extérieur. Si on a peur de changer, on ne change pas. Et avoir foi en la vie. Waouh, je peux vous dire que c'est une sacrée claque d'humanité que j'ai pris avec Denise. J'ai passé 2 incroyables jours chez elle, c'était vraiment génial et j'espère sincèrement que cette vidéo, que ce partage vous a plu. Voilà, j'ai essayé vraiment de partager à la fois ses connaissances, de partager son mode de vie. Merci encore à elle de m'avoir reçu en Isère sur sa micro-ferme. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Comme vous le savez, je suis actuellement en train de parcourir les fermes et lieux autonomes à travers la France et de réaliser le maximum de vidéos possibles pour partager en fait, pour inspirer et pour apprendre de tous ces gens-là. De nombreuses vidéos arrivent, j'espère sincèrement qu'elles vous plairont. Merci encore de me suivre et à très vite, c'était Michael, le jeune paysan. Allez, ciao!